merci d'être resté. Bon, ça vous a plu? Oui, hein, il y a eu des applaudissements, c'est un très beau film. Donc on passe quand même de l'état de comédie après, et puis progressivement on tombe vraiment dans le drame, dans l'émotion. Moi je suis toujours ému à la fin de ce film. Je l'ai vu, je le connais par cœur. J'espère d'ailleurs que j'ai pas dérangé ma voisine parce que je sortais les dialogues assez régulièrement. Non, c'est moi qui vas déranger. C'est toi? Oui, c'est vrai, c'est penché. Il va dire ça. Oui, mais toi, c'est pas grave. Bon, merci Philippe d'être là pour bien parler de ce très beau film, et pas que, puisque nous allons parler, vous avez compris, que le thème du débat, c'est aussi dans les coulisses d'Almeria, dans les coulisses du désert d'Almeria, donc en Andalousie, hein, où ont été tournés de nombreux films que vous avez vus. Alors, bien sûr, les westerns italiens ou spaghetti, comme on voudra, de Sergio Leone, entre autres, mais Un taxi pour Tobruk, donc en 1961. Et puis, on va parler, donc, Philippe a commis, parmi ses plus de 50 livres maintenant sur le cinéma et sur la télévision, ce magnifique livre Almeria 68, des stars du sable et des larmes, que je vous recommande. Alors, vous voudrez bien nous excuser, on voulait faire une dédicace du livre, mais on a eu un ennui un peu de dernière minute. Mais on va vous dire comment vous procurer ce livre. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, Fnac, Amazon, en librairie aussi directement. Parce que bien sûr, on peut le commander en librairie. Vous pouvez le commander en librairie, c'est important d'aller chez ces libraires. D'ailleurs, il y a une librairie là, juste à côté, la librairie du bonheur. Je ne fais pas de la publicité, mais comme on est juste à côté. Et donc, si vous souhaitez, je vous le recommande, hein, le livre de Philippe. Ensuite, c'est prendre contact avec donc mon association Kino Passion Paris, pour qu'on pourra récupérer, on va voir, on s'organiser, récupérer le livre pour que Philippe vous le dédicace. Voilà. Il y a toujours le plus important, c'est de prendre plaisir à la lecture. Après, déjà, pour prendre plaisir, donc voilà. On va rentrer dans les coulisses de Taxi pour Tobruk. Déjà, donc ce film donc, était sorti le 10 mai 1961. Grâce à notre ami, alors on remercie Didier Trévisan de Ciné Chiffres qui nous fournit, qui est un historien des chiffres d'entrée cinématographique. Donc en France, ce film a quand même réuni 4 946 000 spectateurs. Oui, ça fait rêver parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de films, déjà des films français, qui font un tel score. Hein, c'est impressionnant. Il a été film qui a été récompensé par le Grand Prix du cinéma français. Donc, vous avez dû voir au générique. Donc, c'est une adaptation du roman éponyme de René Havard, auteur qui a beaucoup travaillé avec Michel Audiard. Bien sûr, on s'est régalé avec tous les dialogues de Michel Audiard et son adaptation du livre. Et puis, ce film, alors, l'illusion est parfaite. Moi, jusqu'à ce que je lise, je me renseigne depuis des années et que je rencontre Philippe et que je lise son livre, on découvre que Almeria est un immense plateau à ciel ouvert. Et donc, Taxi pour Tobruk va être, Philippe, tourné là-bas. Il y a une raison, c'est que, donc, 1961, aucune compagnie d'assurance ne voulait assurer ce film s'il était tourné en Afrique du Nord. On peut comprendre pourquoi, la stabilité dans la région faisait que. Donc, on va tourner en Espagne, en Andalousie. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, Denis Lapatelière, le réalisateur, voulait tourner en Libye.
Bon, voilà, les assureurs étaient peu contre, comme tu dis, là, ils ont une frontière avec l'Algérie, c'est compliqué, etc. Et alors, en fait, il faut voir que le film revient un peu de loin, c'est-à-dire que la Gaumont, ils n'étaient pas très emballés par ce film. Pour eux, c'était une série B, bon, un petit film de guerre, tout ça. Donc, à un moment donné, mais comme des fois, par la suite, ils voulaient pas ils voulaient pas produire les Tontons Flingueurs. Je veux dire, ils y croyaient pas trop, quoi. C'était pas forcément des visionnaires. Bon, après, c'est un peu facile de dire ça à rebours, mais Oui, bon, ouais. voilà. Mais à un moment donné, le directeur de production a dit à De la Patelière, soit on tourne ce film dans un désert en Europe, soit le film ne se fait pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que De la Patelière est allé en Espagne, au sud de l'Andalousie, dans le désert de Tabernas, en fait, dans la région d'Almeria, où en fait il n'y a rien, en fait, il y a juste un désert. Il y a ce qu'on voit là, la grande étendue de sable et tout ça. Derrière, il y a un désert vraiment aride, avec des vallons, des choses qu'on verra ensuite dans les westerns, mais à l'époque, personne n'y va, personne n'a rien à y faire. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de travail à effectuer. Donc c'est là et personne n'est au courant que ça existe, même, je dirais. André Cayatte avait réalisé un film en 57 qui s'appelait Il pourrait, qui était censé se passer au Liban et qui a été tourné là-bas. C'était un des premiers films qui a été tourné là. Et en fait, il y a pas grand-chose. C'est-à-dire que ils vont là-bas, ça leur va parce que au niveau de la sécurité, c'est bon. Mais en fait, il faut, pour arriver déjà à ce désert, à tout le désert qu'on voit, qui est en fait la même dune qui est filmée dans tous les sens, il faut construire une route d'une quinzaine de kilomètres, parce que sinon on ne peut pas y arriver. Donc en fait, il y a déjà tout ça à faire. C'est pas très facile de tourner, parce que le premier assistant raconte que la veille, il préparait les scènes du lendemain, en disant on va tourner là, et puis quand il arrive le lendemain, il y a eu le vent, depuis il y a une sorte de petite tempête de sable, ce qui fait que les dunes ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils voyaient la veille. Donc là, on voit bien, quand on le sait, quand on regarde le film, on voit bien que je pense qu'on voit toujours la même chose, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est tourné de différentes façons à différents endroits. Mais à ce moment-là, il y a Laurence d'Arabie qui sera tournée aussi. Il y a une grande scène d'un train qui est attaqué par les hommes d'Anthony Quinn. C'est tourné dans cette dune-là. Il y a certaines grandes productions comme Cléopâtre qui vont aussi tourner quelques scènes. Mais c'est vraiment à partir du moment où on va commencer à tourner des westerns avec Sergio Leone, pour une poignée de dollars, pour $15 de plus, que tout le monde va venir faire des westerns. Donc il y a des coproductions européennes, même des Américains vont venir à un moment donné. Et là, ça va devenir quasiment une industrie, une petite industrie locale. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, et j'ai un témoin direct qui est venu nous voir. C'est qu'il y a Olivier Gérard qui est là. Oui, merci Olivier. Alors, qui a été assistant qui était déjà venu une fois. Oui, mais Olivier est venu présenter au mois de février L'Homme de Rio. Voilà, merci Olivier de votre fidélité. Voilà. Il y a un truc, je prépare juste le terrain, c'est qu'en fait, Olivier Gérard était l'assistant Jacques Deray sur L'Homme de Marrakech, un film de 65. À un moment donné, on lui demande de trouver un désert. Donc, on a en tête à Paris l'endroit où on a tourné Laurence d'Arabie. Et donc on cherche, et donc Olivier, je vais vous passer le micro, vous allez me raconter ça mieux que moi, et vous cherchez ce fameux désert. Oui, en fait, c'était une production faite par une femme qui s'appelait Suzy Prim et qui était une star des années 40, et qui tout d'un coup elle avait décidé de tourner un long métrage avec son ami, supposé mari, ou en tout cas Alain de Saint-Jean. Et alors, ça s'appelait L'Homme de Marrakech. On l'avait appelé L'Homme de Marrakech parce que ça faisait un peu la suite de L'Homme de Rio dans son genre. C'était une série noire qui s'appelait Le Tireur du Dimanche, un nom comme ça. C'était un couple qui essayait de dérober un fourgon transportant de l'or dans le désert, près d'une mine d'or, et qui faisait monter ce fourgon dans un camion pour essayer de traquer à la fois les conducteurs et les gardiens, et puis de récupérer l'or. Alors, les deux personnages de l'histoire étaient Claudine Auger et dans le tournage, surtout, Jacques Deray, donc le metteur en scène qui a fait après Borsalino,
me demande, qui était son premier assistant, et à parce que mon collègue, le cadreur du film qui s'appelait Jean Charvin, nous a demandé d'aller faire un repérage, puisque on ne pouvait pas tourner au Maroc, donc de tourner dans le sud de l'Espagne, donc comme vous disiez Philippe, dans la région d'Almeria et de Tabernas. D'ailleurs, il s'est trouvé accidentellement qu'on a découvert une vraie mine d'or à côté de Tabernas. Mais alors, on nous disait, mais vous savez, David Lean a tourné là, parce qu'il avait tourné en Jordanie, dans le Wadi Rum, le grand désert, l'essentiel de Laurence d'Arabie, mais son producteur, qui en avait marre, il dit, bon, maintenant il faut achever ce film, et donc j'étais venu tourner certaines scènes près d'Almeria. On dit, ah mais il y a un désert, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et alors nous étions donc avec un chauffeur très sympathique, et tous les jours, on allait dans la région d'Almeria, désertique, mais pas avec un vrai désert, c'est-à-dire, nous, ce qu'on voulait, c'était des dunes avec du sable. Et alors, on était complètement paumés, parce qu'on avait beau nous dire, mais oui, David Lean a fait ça. Et puis alors, on ne trouvait rien. Alors, par exemple, on arpentait les steppes, et puis on voyait, un jour, on voit un homme avec un troupeau de moutons, et me dit, pardon monsieur, on me dit en espagnol, est-ce que vous savez où se trouve le désert? On les a regardés comme si on était complètement idiots. On était de plus en plus paumés, et c'est un jour, parce que en désespoir de cause, on est allé dans un petit port qui était pas loin, boire un coup parce qu'on en avait marre, et puis quelqu'un nous dit, ah oui, le désert, oui, on va vous dire ça. Et donc ils nous ont indiqué, et en fait, c'est tout bonnement un espace, disons, je dirais, pour être indulgent, 300 mètres de long, même pas, avec un peu de sable. On a dit, voilà, c'est là que David Lean a tourné. Alors, excédé, on a fait pour nos producteurs et pour le réalisateur de rêve, on a fait une photo de nous, on a dit, voilà le désert. Et en fait, David Lean avait tourné là la scène du train dans Laurence d'Arabie. C'est de ça qui s'était servi. Mais à part ça, désert, ce n'est pas vraiment le cas. Il y avait déjà un village western, je ne sais pas comment ça se fait, ouais. Mais quelqu'un avait tourné avant. Oui, parce que là, vous étiez en 65, donc ça a commencé en 64, oui. Les westerns. Donc oui, il y avait commencé à des villages. 65, ouais. Oui, il y avait des villages westerns. Alors justement, on va parler des westerns et on va parler d'un western français. Il ne faut pas oublier. Et donc, oui, que pourrais-je alors, dire non, un autre. Tourné très longtemps là-bas, né dans la région, mais... et bon, une scène de désert. On va parler de président. Ah non. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Merci. J'adore cette interaction entre invités, et puis vous avez un autre point commun, c'est que vous avez été tous les deux mes invités dans mon émission Kino Passion. J'ai eu la chance de vous interviewer dans deux émissions différentes. Je connaissais deux personnes de Taxi pour Tobruk. C'est Lino Ventura, avec qui j'ai travaillé, et la script, qui était une femme formidable, Colette Crochot. D'accord, d'accord. Donc nous avons un témoin. Merci Olivier. Merci. Mais justement, cette fameuse, ce petit désert de sable, à un moment donné, quand vraiment beaucoup de films vont être tournés là-bas, le ministère de l'Agriculture espagnol se dit « Ouh là là, mais il y a peut-être une manne financière là », donc il faisait payer ensuite un petit péage à toutes les productions. Et en fait, ce que racontent à peu près tous les gens qui tournaient là-bas, c'est que, alors ok, on pouvait tourner, il fallait faire attention à placer la caméra, parce qu'on pouvait tourner un plan, on voyait un cow-boy sur son cheval qui était dans le sable, mais si on allait un peu à droite, paf, on pouvait tomber sur un tank, parce qu'il faisait un film de guerre à côté. Il fallait faire vachement attention, quoi. Et quand il y avait, dans un film de Robert Hossein, Une corde incolte, il y a un village en
bois qui est construit. Et à un moment donné, il faut le détruire parce qu'il y a un autre tournage qui arrive et c'est prévu, quoi. Et donc les gens du tournage brûlent le truc. Il y a un type qui arrive avec un fusil qui dit mais non, mais moi je vais revendre le bois là-bas. Enfin bon, c'est vraiment c'est les petites combines. Voilà. Mais est-ce que peut-être on ne peut pas rester d'abord sur le taxi On va revenir sur Taxi. Alors là, quand tu parlais, quand tout d'un coup dans un champ on voit un char. Justement, il y a zéro matériel militaire dans ce film. Oui, c'est un peu compliqué. Les camions allemands s'étaient reconstitués à partir de transporteurs de légumes et les chars, ce sont des tracteurs qui ont été recouverts. Donc, l'illusion est parfaite, mais non, il y a... Mais en fait, dans le film, quand on voit la colonne de camions, oui, effectivement, on sent bien qu'ils devaient transporter des pêches et d'habitude. À force de voir le film, parce que je ne sais pas combien de fois on a vu le film, mais on connaît presque, on va dire, par cœur. Et maintenant, on regarde plus les détails que le film lui-même, quoi. Là, c'est facile. Là, ça m'a sauté aux yeux. Mais comme c'était une coproduction avec l'Espagne, de la Patelière, les Espagnols disent oui, on a des anciens blindés allemands de la guerre qu'on avait dit ah bon, très bien, formidable. Et puis chaque jour ils disaient mais alors c'est quand? Ah ben c'est demain. Et puis ça n'arrivait jamais. Donc d'où l'idée de fabriquer des faux trucs, etc., quoi. Ouais, ça c'est génial. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tout est faux dans ce film. C'est-à-dire que c'est pas la Libye, c'est pas des blindés allemands, mais c'est pas grave, mais ça fonctionne. L'illusion est parfaite, et c'est la magie du cinéma. Exactement. Encore une fois. Alors, dans ce film, il y a une efficacité des dialogues de Michel Audiard. Il y a des dialogues. On rit, on a entendu beaucoup rire, et tant mieux, mais il y a une gravité aussi dans ce qui est dit. Dans certains dialogues, il y a l'absurdité de la situation, de ces 4 soldats français qui vont faire prisonnier ce soldat allemand, puis tout d'un coup ils vont se retrouver prisonniers, et puis on se rend compte, quoi, ce sont des hommes avant tout, ils sont là parce qu'on leur a demandé d'aller faire la guerre. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que Un taxi pour Tobruk est un film antimilitariste? Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce que voulait faire la Gaumont, qui voulait faire un petit film de guerre. Mais en fait, à la base, donc c'est un roman écrit par un acteur, René Havard, qui en a fait un scénario. Le scénario ne leur plaisait pas trop, donc ils l'ont réécrit avec Patelière et Audiard. Mais en fait, ce que voulait Denis Lapatelière, qui était assez jeune dans l'armée de libération de la France à la fin de la guerre, il y a 2 frères à lui qui sont morts pendant la guerre, il dit « Moi, je voulais faire un peu le procès de la guerre ». Il dit « pas faire quelque chose de grandiloquent, mais faire pas ce qu'on fait dans les films de guerre habituels où on voit les frères d'armes qui se battent en permanence. » Il dit « Bon, à la guerre, les gens sont ensemble, ils boivent, ils mangent, ils s'engueulent, ils se battent, et puis ça s'arrête, et puis etc. » Donc il voulait montrer ça, et il voulait montrer et dire, je le cite, que la guerre c'est une connerie. Et que en fait, plus les gens sont ensemble, puis se parlent, c'est ça qu'il voulait, c'est pour ça qu'il fait venir Audiard en fait. Et Alain Poiret de la Gaumont est très étonné de dire, bon, Audiard sur un film comme ça, il dit oui, parce qu'en fait, il voulait que les gens, il y ait une interaction entre les personnages. Il disait en fait, c'est plus on connaît les gens, plus c'est dur de les tuer en fait. C'est exact, il y a une réplique dans le film. On devrait, à la guerre, on devrait tuer les gens avant de les connaître. Voilà, et c'est vraiment ça, il y a vraiment ça que veut faire de Lapatelière. Ça résume tout le film. Voilà, et en fait, à la Gaumont, on est un peu surpris par ça, en fait. On se dit, ah bon, tiens, ouais, un film antimilitariste, on est encore dans la guerre d'Algérie, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais c'est vraiment, on le comprend vraiment, quoi. C'est pas juste une vue d'esprit, c'est vraiment, c'est pas un film héroïque en fait. Il n'y a pas de héros là-dedans. Voilà, il n'y a pas de héros. Généralement, il n'y a pas de héros à la guerre. Alors, est-ce qu'on peut dire, bon, ça fait partie de ces films qu'on va un peu mettre dans la catégorie comédie de guerre, comme La Grande Vadrouille, comme La Vache et le Prisonnier. Oui, bien sûr. C'est quelque chose de très humain. Alors, La Grande Illusion qui est moins dans la comédie, mais bien entendu. C'est le père, voilà, ces films après vont découler. Les road movies, voilà, où des personnages se rencontrent dans une situation dramatique, parce que si on prend, juste, je fais une parenthèse sur La Grande Vadrouille, la situation est dramatique, il n'y a rien de comique, mais c'est l'art aussi de Houry et de Daniel Thompson dans l'écriture, et le jeu de Funès et Bourvil, bien entendu, mais
ces deux personnages qui n'ont rien en commun vont se retrouver et puis tout tombe. C'est-à-dire, il n'y a plus de classe sociale, il leur arrive la même chose, ils doivent sauver des soldats anglais, ils sont poursuivis par les Allemands. Mais il n'y a pas de mort. Et il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, c'est ça. Là, ça finit vraiment sur un truc d'un. Oui, alors que Taxi pour Tobruk finit vraiment de façon dramatique. Ouais. La vache et le prisonnier, il n'y a rien de dramatique puisqu'on est après la guerre, mais voilà. La guerre traitée au cinéma hors des grands films de guerre, hier soir était rediffusée Le jour le plus long, comme tous les ans à la même période, hein, et tant mieux. Ouais. Mais il y en a d'autres des films. Voilà. Audiard, en fait, n'aimait pas qu'on dise que c'était un film de guerre. Il disait, mais Taxi pour Tobruk, c'est pas un film de guerre. C'est pas un film de Les guerre. gars, ils sont dans une Jeep, ils roulent, ils s'arrêtent, ils parlent, ils remontent dans la Jeep, ils roulent, ils s'arrêtent, ils parlent. C'est pas un film de guerre, c'est tout ce qui est dans le scénario. Excusez-moi de vous embêter. Ah, mais pas du tout, Olivier. Mais ce qui m'a frappé, c'est que le film a un côté presque intemporel. Oui, c'est un côté intemporel parce qu'on finit par ne plus savoir où on est. Et c'est des hommes qui vivent tout d'un coup de façon presque surréaliste. Et ça n'est plus simplement une histoire de guerre ou une aventure. Ils sont hors du monde. Et ça, je trouve que Audiard a très bien compris ça. Et le langage qu'il emploie pour ça, justement, nous fait dériver presque vers un rêve. Oui, c'est vrai. Oui, et puis il y a un message universel dans ce film. Bon, là, finalement, la guerre c'est un prétexte, une toile de fond, et après, on finit par presque oublier, parce que ces hommes, déjà les 4 Français, évidemment, ils se serrent les coudes, ils sont ensemble. On découvre, ils viennent de milieux sociaux complètement différents. On sait d'où ils viennent. C'est intéressant parce que quand ça commence, il y a tout ce qu'il y a avant, quand ils partent chacun de chez eux, voilà. Mais on connaît l'histoire. Donc quand on rentre vraiment dans le film, on a l'impression déjà de connaître leur vie. Et ça, c'est tout le talent aussi de l'écriture, du livre de René Havard, mais de l'adaptation de Audiard. Ces personnages, on les connaît. Et on va les suivre. On peut presque parfois s'identifier, parce que toutes les catégories sociales sont représentées dans les 4 personnages. Puis va arriver le personnage du capitaine allemand joué par Hardy Kruger, qui lui vient encore d'une autre... On sent qu'il vient plutôt d'une catégorie sociale élevée allemande, de la grande bourgeoisie, de la grande société allemande. Un peu comme le personnage de François Jansac, joué par Maurice Biraud, fils de bonne famille, fils d'industriel, voilà. Puis on a le personnage de Lino Ventura, qui est le boxeur, c'est un peu la brute. Hein. Le personnage de Charles Aznavour, important, donc le médecin, l'étudiant en médecine, le étudiant juif, voilà, donc le rapport avec Hardy Kruger, et puis finalement quelque chose va s'installer entre eux. Et c'est très intéressant à chaque fois les interactions entre les personnages, parce qu'on sent, on le tue pas, après on le libère pas. Puis finalement c'est un homme, il est là comme nous, on est dans le désert, ça aurait pu se passer aussi sur un bateau en pleine mer. Voilà, on peut imaginer l'histoire dans d'autres situations, et pas forcément une situation de guerre, mais la relation entre ces hommes, l'interaction qu'il va y avoir. Grâce aussi aux interprètes. Et et là, on a quand même un casting, effectivement. Alors peut-être que vous exposez la question, parce qu'il y en a un que personne ne connaît. Oui, c'est Germán Cobos. C'est Germán Cobos, voilà, c'est un acteur espagnol. Et là, en fait, il est doublé par Marcel Bozuffi. Voilà. Ça vous parle, Marcel Bozuffi, oui. C'est sa voix. Si jamais vous dites, cette voix, je la connais, donc oui, c'est Marcel. Ouais.
qui double Germán Cobos. Alors, en plus, Parce qu'en fait, joue, c'était une coproduction espagnole, alors il fallait voilà, un gars du coin. Un gars du coin, et puis en plus, il joue un basque. Oui, oui. Il s'appelle Jean Ramirez. Mais on n'en sait pas plus là-dessus. Enfin, genre, on sait qu'il s'appelle Jean Ramirez, mais on ne fait pas ensemble. Voilà, mais bon, on sait que ça se passe quand il est en prison, on sait où il est au départ, mais bon, voilà. Après, c'est vrai qu'on oublie les personnages, mais ils sont tellement marqués dès le départ que on s'attache, finalement, on s'attache à tous les personnages, et y compris l'allemand, effectivement, y compris l'allemand. Enfin, j'ai l'impression que Robert Lamoureux a dû... Ah oui, alors ça m'a pas frappé, mais peut-être que... oui, c'est histoire de... En fait, c'est de comédie pendant la guerre. Avec un camion, il y a la compagnie qui est prisonnière sur le côté, il y a une scène pareille. Mais c'est possible parce que finalement, des comédies de guerre, comme on disait françaises, il n'y en a pas tant que ça. Donc quand Lamoureux a fait ça, il avait certainement vu... oui, j'avais oublié. C'est obligé, quoi. Merci, parce que j'avais oublié tout à l'heure dans les comédies de guerre, bien sûr, la trilogie de la 7e compagnie. Non, mais qui... C'est juste ça qui est remarquable. Et merci parce que d'avoir parlé de la 7e compagnie, parce que c'est rediffusé souvent, et pendant longtemps, c'était un film qu'on méprisait, et puis finalement, plus on le voit, plus on l'apprécie. Et puis on se rend compte que c'est vraiment excellent. Philippe. Oui, écoute, voilà, je te remercie. Voilà, ça me fait toujours plaisir. C'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir de parler de Ventura, parler d'Almeria, tout ça. Voilà, et puis t'aimes bien venir dans le 17e, toi, parce qu'on s'est rencontrés en fait avec Philippe au cinéma MacMahon il y a 2 ou 3 ans. Tu étais venu présenter d'ailleurs Taxi pour Tobruk. Oui, c'est ça. Je présente un seul film, moi, tout le temps. Et voilà, en fait, il présente qu'un seul film. Il n'en connaît qu'un seul, en fait. Il vous fait croire qu'il connaît tout le cinéma. C'est un imposteur total. C'est un imposteur, mais total. Non, c'est grâce à... Alors, c'est grâce à Bruno Vincent, le directeur programmateur du cinéma MacMahon, qui est l'un des 3 parrains de Kino Passion Paris. Voilà. Donc, oui, on fait vraiment dans le local. Et donc c'est là on s'est rencontré avec Philippe, et puis bon, on a parlé cinéma, c'est tout de suite passé, ça a, comme on dit, matché tout de suite. Oui. Et puis il a accepté rapidement de venir dans mon émission. Voilà, donc merci à vous. Merci. Pour le moment, donc c'était la 3e séance sur les 6 là, de 2000 qui viennent de passer. C'était la 3e séance animée par Kino Passion Paris. Donc je tiens encore une fois à remercier la mairie du 17e arrondissement, Pierre Bourriot, Hélène Jacquemont, notre maire Geoffroy Boulard, Alix Bougeret, qui sont très attentifs et qui nous soutiennent. Et merci beaucoup de nous donner cette tribune pour pouvoir parler cinéma. Voilà, avec vous. À très bientôt, très bel été. Et j'espère, nous on reviendra certainement en 2027, là dans les films qui seront programmés. Cet été on ne sera pas là, mais peut-être à la rentrée et début 2027. D'ailleurs, j'ai rendez-vous tout de suite avec monsieur l'adjoint au maire pour en parler. Voilà. Allez. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci.